Mesdames et messieurs, la France des solutions. C'est en effet un exercice pas évident. Alors c'est vrai que lorsqu'on est porteur de projet, eh bien, on a toujours du mal à se faire connaître. C'est un petit peu l'ADN de cette soirée. Comment se faire connaître dans les médias? Y a-t-il des règles, des leviers, des trucs, des astuces, des démarches à suivre? Nous en parlions tout à l'heure avec Isabelle Giordano. Avec Reporters d'Espoir, nous sommes là pour mettre en valeur tous ceux qui s'engagent et nous avons une semaine pour vous mobiliser, vous médias, pour que vous parliez de ces initiatives et bien d'autres. Toutes les petites mains de Reporters d'Espoir sont là, sont en veille permanente pour dénicher comme ça les belles initiatives, les beaux projets. Moi, j'aimerais qu'on continue le débat avec 4 personnalités qui ont la gentillesse d'être avec nous ce soir. Je vous demande d'accueillir Catherine Boulet, qui est journaliste pour Envoyé spécial sur France 2, qui est passée aussi par la case France Inter. Nous allons en parler tout à l'heure. Venez me rejoindre. Sybille Veil également. Vous êtes depuis avril 2018 présidente directrice générale de Radio France. Vous êtes la patronne de nombreuses personnes ici dans l'assistance. Nous parlerons avec vous de l'engagement de Radio France. Thierry Marx, qui est là aussi, cuisinier, chef, vas-y je t'en prie, militant, entrepreneur, homme engagé, chef étoilé, homme généreux. Non, je t'ai plus Thierry, je ne sais plus comment vous présenter tellement vous êtes multicasquette mon cher Thierry. Et voilà longtemps que nous voulions rencontrer et recevoir Jérôme Jarre qui est avec nous ce soir. Mon cher Jérôme, vous êtes l'un des Français les plus suivi en France et au monde. Vous êtes très connecté, vous. C'est vrai que ces derniers temps, on vous a remarqué avec la Love Army. On va en parler ensemble de cette Love Army. On vous a remis cette année le prix de l'innovation de Reporters d'Espoir avec votre initiative Love Army. Et à cette occasion, vous aviez réalisé pour nous un petit clip qu'on va regarder ensemble. Nous étions très fiers cette année de vous remettre ce prix. On va en parler, Jérôme, de vos actions sur le terrain. Ici, nous sommes ensemble pour essayer de décortiquer, de comprendre quels sont les leviers justement pour parler d'initiatives. Je m'adresse à vous, Catherine, pour commencer, parce que vous êtes journaliste de terrain, de médias traditionnels, on va dire. Jérôme, vous avez aussi à apprendre des médias traditionnels. Alors, venons par exemple sur votre travail auprès d'Envoyé spécial. Comment vous choisissez vos sujets, vos angles? Est-ce qu'un sujet comme celui-là a été bien sûr traité dans Envoyé spécial? C'est peut-être plus facile de parler de Jérôme Jarre, de parler des initiatives que nous venons d'entendre, essayer de décortiquer un peu la construction d'un sujet type Envoyé spécial. Il n'y a pas vraiment de sujet type Envoyé spécial. Ce que j'ai voulu proposer à Envoyé spécial, c'est un sujet sur quelque chose qui marche. Et de prime abord, c'est suspect. C'est accueilli avec suspicion quand ça marche, à la fois par les personnes sur le terrain qui se demandent pourquoi on veut les mettre en lumière et pourquoi on veut braquer un projecteur sur eux à une heure de grande écoute, ce qui est le cas d'Envoyé spécial. Et c'est accueilli aussi avec suspicion par les producteurs et par les diffuseurs. Ma dernière expérience est la suivante. J'ai voulu essayer de voir comment ça se passe pour une femme qui va taper à la porte d'un commissariat. Il y a eu plus de 20% de plaintes depuis le lancement du mouvement MeToo en France. Ça veut dire beaucoup de femmes qui frappent à cette porte et dont on sait que pour certaines, elles sont très mal accueillies. Est-ce que vous vous êtes pas fait violer parce que votre jupe était trop courte? Tout ça, on l'a retrouvé sur les réseaux sociaux et ça a forcément donné matière à interrogation et une mauvaise image de la police. Donc, j'ai travaillé un petit peu, j'ai regardé comment ça se passait dans les commissariats, j'ai vu qu'il y avait des brigades de protection de la famille, donc quelque chose qui, en principe, fonctionne pour accueillir cette personne, cette parole. Et donc, la brigade de protection de la famille du 15e arrondissement de Paris m'a dit oui, je pense que ça vaut le coup, et ça vaut le coup pour les femmes qu'on montre qu'elles peuvent parler et elles peuvent être écoutées. Donc, je suis allée voir la préfecture de police de Paris, j'ai dit j'aimerais bien faire un sujet, là, les gens sont d'accord sur le terrain. Ah non, ça ne va pas être possible. Donc je leur dis, oui, mais ça marche. Ma démarche, c'est pas de montrer que ça marche pas. De toute façon, si vous accueillez ma caméra, on va bien voir que, voilà, on est là. Donc les impairs, on les aura pas. Non, c'est pas possible. Vous n'aurez pas l'autorisation.
Et j'ai mis 6 mois à avoir cette autorisation. Je suis allée voir le parquet, je leur ai dit, ben voilà, l'idée, c'est de voir la police, comment elle travaille avec vous, comment les décisions après, les condamnations, les agresseurs, les victimes sont entendues à la fois par la police et par la justice. Alors là, on m'a dit, oui, d'accord, mais vous ne filmerez ni les auditions, ni les perquisitions, ni les interpellations. Donc là, déjà, ça a édulcoré largement le sujet. Et puis ensuite, vous allez voir un producteur. Est-ce que vous me suivez? Parce que bon, je ne sais pas très bien combien ça va coûter cette histoire. Et là, le producteur, il vous dit ah ouais, mais vous n'allez pas un peu faire la communication de la police là? Est-ce que vous n'êtes pas un peu amoureuse du commissaire? C'est un peu voilà. Là encore, on se demande quelles sont vos motivations. Est-ce que ça ne va pas être un peu béni? Oui, cette affaire. Donc comment on s'en sort pour la narration d'un sujet sur quelque chose qui a priori pourrait donner des idées ou donner des modèles de fonctionnement positifs, ou en tout cas déjà montrer aux femmes qu'il y a un dispositif qui existe, que ce n'est pas forcément une angoisse supplémentaire de pousser la porte du commissariat, qu'éventuellement ça peut régler un problème et qu'il existe des choses en France qui fonctionnent aussi dans les institutions. Eh bien, la solution qu'on a trouvée en discutant avec ma boîte de production qui est CAPA, qui a suivi sur ce projet, c'était de dire c'est la narration et c'est l'incarnation. La personne qu'on va suivre, qui est officier de police judiciaire, la victime qu'on va suivre aussi, le commissaire en l'occurrence, ou la brigade de protection de la famille avec ses hommes et ses femmes, sont des gens évidemment imparfaits, avec leurs défauts. Mais ils sont aussi infiniment attachants. Donc le fait de pouvoir les filmer à visage découvert, qui était aussi un défi, parce qu'aujourd'hui la police ne souhaite pas être filmée à visage découvert, l'idée c'était de trouver 2-3 ce qu'on appelle personnages. On a des êtres humains comme ça qu'on va transformer en personnages et qui vont nous aider à dérouler la plotte. Donc voilà comment on peut s'en sortir sans être taxé soit d'angélisme, sans être taxé de faire la communication d'une marque ou d'une institution. Et voilà, si le 15 novembre vous regardez la télévision, vous pourrez voilà, juger par vous-même. Vous nous avez... oui, vous pouvez l'applaudir. Vous nous avez longtemps réveillés, Catherine, en animant le 5-7 hein, sur Inter. Vous êtes levée tôt. Oui, je suis une matinale. Et est-ce que là, par exemple, en radio, dans cette matinale qui était une tranche info très importante, vous vous autorisiez des pas de côté? Est-ce que vous vous autorisiez justement à sortir un peu de l'info à chaud? Alors, mon défi au 5-7 de France Inter, c'était plutôt de ramener un peu d'actualité à l'antenne le matin, parce que, bon, à l'époque, c'était il y a 3 ans quand je suis arrivée, il y avait une petite tendance à vouloir servir à l'auditeur les plats froids de la veille, parce que la vraie matinale, c'était celle de Patrick Cohen, et puis le 5-7, c'était la pré-matinale. Donc, tout ce que le 7-9 voulait pas, ou qui était peut-être secondaire, ou un peu congelé depuis 3 semaines, on pouvait le recoller au 6-7. Donc moi j'ai dit non, je crois pas. C'est pas forcément la meilleure idée, parce que de 6h à 7h, vous avez beaucoup de gens dans leur voiture, beaucoup de gens qui, en province, se lèvent tôt, sont au péage exactement à la même heure tous les jours. Et quand vous prenez les chiffres de médiamétrie, ça grimpe sec de 6 à 7. Donc il y avait quand même un auditoire à conquérir, parce que RTL était quand même devant nous à ce moment-là. Sinon, à apprivoiser, ou en tout cas à garder. Donc l'idée, c'était de faire des pas de côté, c'était d'insuffler de l'actualité, au contraire. 6h20, oui, les gens peuvent venir en tant qu'invités à 6h20. Et il y avait une chronique que j'avais proposée qui s'appelait « Et si demain ?» et qui permettait justement de braquer le projecteur sur les innovations qu'on a pu voir tout à l'heure. Vous auriez pu parler des innovations. On aurait pu parler de la poiscaille, typiquement. L'idée, c'était de dire, voilà, il y a des choses nouvelles qui sont en train de se passer en France. Vous avez des ingénieurs, des types de centrales, de polytechniques qui vendent leurs innovations aux États-Unis, en France, qui sont à l'origine de start-up qui sont convoitées en plus par les Américains. Regardez-les, écoutez-les, regardez comment ça fonctionne. Ils embauchent et ils inventent.
Alors, il y a quelqu'un dont vous avez forcément parlé un jour dans votre matinale. C'est vous, Thierry, c'est de vous, Thierry. Vous avez vraiment un parcours atypique, hein, des quartiers de Ménilmontant aux Compagnons du Devoir, des casques bleus au plateau de télé, de la cuisine moléculaire au four à pain, des restos 2 étoiles au centre d'insertion professionnelle. Hein. Décidément, vous ne laissez rien au hasard. C'est ça le secret, Thierry, c'est de croire en soi lorsqu'on veut développer un projet. Oui, c'est de croire en soi. Et puis, on dit toujours c'est la stratégie de la libellule. Une libellule, ça ne recule pas. Donc, quand il y a une difficulté, il faut savoir se poser, mettre du temps entre ses émotions et ses actions, et puis trouver l'angle cognitif pour pouvoir progresser. C'est vrai que... voilà, alors après, je passe pour un vieux avec ça. Vous disiez dans une interview que l'échec n'est jamais une fatalité. Ça ne sert à rien de chercher des coupables, il faut trouver des solutions. Qu'est-ce que vous entendez par là? Tout est possible, même quand des fois on est tombé, on a échoué, on croit avoir tout perdu? Très honnêtement, l'échec est un leurre total. Donc il faut, pour sortir de ce qu'on croit être un échec, il faut plutôt l'appeler une opportunité de se reconstruire. Alors c'est des grands mots, évidemment, tout ça sont des mots valises, mais quand on le met en pratique dans ces quartiers dans lesquels nous intervenons, bien évidemment, on voit tout de suite que ça fonctionne. Quand on a un projet, on redresse la tête et on ne regarde pas le sol qui va nous ensevelir. Donc ça permet de regarder devant soi et puis de reconstruire sa vie et de retrouver l'épanouissement social. Même en économie sociale, on peut être rentable, dites-vous. Vous êtes vraiment un optimiste de nature, hein. Non, mais ça m'énerve, moi, économie sociale. Ouais. L'économie devrait être sociale. Si on veut vivre en paix sur cette planète, si on fait 10 personnes extrêmement riches pour 100 000 extrêmement pauvres, la durée de vie va être, pour ces 10 extrêmement riches, très compliquée. Donc, toutes les actions qu'on voit ici sont faites pour créer de l'économie sociale et épanouissante, pas une économie de silo. Sybille, je voudrais vous donner la parole. Je vous redonnerai la parole, Thierry, tout à l'heure. Dans votre dossier de candidature au CSA pour le poste de Radio France, vous disiez être très préoccupé par le fact-checking pour que l'information et le lien avec l'auditeur et la société soient toujours très présents. Est-ce que c'est ce lien, justement, qui peut faire en sorte qu'on soit un peu les relais d'infos constructives ? Alors, je pense que ce lien est majeur. On constate que plus la société devient numérique, et donc plus elle s'individualise et la masse s'individualise, plus il y a besoin de liens individuels, de liens concrets. Et c'est la raison pour laquelle nos médias, quand ils dessinent l'air du temps ou la tonalité d'une époque au travers de choix éditoriaux qui sont faits au quotidien, ils le font de plus en plus en interaction avec le public. C'est-à-dire qu'il y a une attente aujourd'hui du public très forte de pouvoir interagir avec les contenus. Et cette interaction, c'est l'interaction sur nos antennes, mais pas seulement, c'est aussi la volonté d'avoir un lien presque physique, et je dirais même de plus en plus un lien physique. Et il y a une antenne qui est particulièrement en pointe dessus, c'est les antennes de proximité de Radio France. On a un réseau de 44 stations locales de France Bleu qui sont au plus près des citoyens et qui jouent beaucoup sur ce lien, cette proximité physique, et font beaucoup d'opérations sur le terrain qui sont parfois très originales. Je vais vous citer un exemple. France Bleu Mayenne, par exemple, il y a 2 ans, a lancé un concours de la nappe la plus longue du monde. Et donc, ça a été l'occasion d'un pique-nique géant sur les bords de la Mayenne. Ils ont gagné leur défi puisque ça a été plus de 30 km de nappe. Et ça a été surtout l'occasion de créer du lien avec les auditeurs, puisque nombreux se sont déplacés. Ça a été financé par du crowdfunding, donc c'est vraiment une manière nouvelle d'interagir avec son public et d'être en lien. Comment peuvent faire les porteurs de projets pour qu'on parle d'eux sur les ondes de Radio France? Vous êtes patronne, hein, mais vous êtes une femme de médias. Comment arriver à convaincre les rédactions que c'est leur rôle, en fait, de parler de ces actions de terrain, de faire émerger et remonter les actions de terrain? Je pense qu'elles sont convaincues que ça fait partie de leur rôle, d'être à l'écoute de ce qui se passe et d'être vraiment connectées avec la société. Et cette connexion, elle est très importante. Je vais vous donner un exemple. Cette semaine, on est en train de lancer Ma Radio Demain, qui est une plateforme interactive où on demande non pas d'évaluer nos programmes, mais de faire des propositions. Donc on essaie vraiment aujourd'hui d'être à l'écoute des auditeurs. Et je pense qu'il y a une vraie conviction aujourd'hui
au sein des médias et notamment à Radio France que il n'y a plus une passivité. Les auditeurs aujourd'hui like, recommandent, interagissent avec les contenus et nos journalistes sont très désireux aussi d'être en pointe avec ces changements-là et on est tout à fait à l'écoute d'envie de faire, d'agir et de propositions pour alimenter encore plus ce que nos antennes peuvent montrer. Thierry, la notoriété vous a aidé, hein, on vous a beaucoup vu à la télévision, on vous voit encore. Est-ce que ça vous a aidé, tout ça, à porter vos projets? J'aimerais quand même qu'on parle de ces écoles d'insertion que vous avez qui sont ouvertes à tous. Ça m'a énormément aidé. Moi, je peux remercier Envoyé spécial. En 2004, j'ai bénéficié d'un envoyé spécial. Et ça a été d'ailleurs des journalistes qui s'étonnaient qu'on puisse sortir des quartiers politiques de la ville et arriver à être chef d'entreprise. Et puis ensuite, évidemment, j'ai accepté certaines émissions de télévision, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et j'ai mis, à un moment donné, je me dis, mais ça va servir à quoi? Si ce n'est de trouver des sponsors pour penser à ceux qui allaient rester dans la cage d'escalier. On avait parlé d'un type qui était sorti de la cage d'escalier d'une cité au fin fond du Val-de-Marne. J'avais croisé la route du Secours Populaire, la route de Véronique Colucci au Resto du Cœur, et je me suis dit, bon, il y a un truc à faire, et ça a été la formation professionnelle dans ces quartiers politiques de la ville, redonner l'idée du projet. Alors effectivement, l'image médiatique, au-delà de vous acheter plusieurs paires de chaussures ou plusieurs costumes dont je n'ai pas besoin, ou d'essayer de rêver d'être un grand surfeur blond, ce qui n'est pas mon cas, donc eh bien, je me suis dit, je vais mettre cette notoriété au service de la communauté, voilà. Et j'ai vraiment d'attachement pour ces quartiers parce que j'en viens et je me dis il y a quelque chose d'injuste. Alors si on a un peu de notoriété, bien moi je rêve de Mbappé de tout, de Mbappé de la plomberie, de Mbappé de la pâtisserie, et de dire bah moi ça a été la pâtisserie et la cuisine. Bon bah allons-y. Tout ça parce que vous supportez PSG. Non. Non, mais je crois qu'effectivement, quand vous avez la chance de briller momentanément dans l'univers médiatique, eh bien, il faut essayer de le mettre au service des autres, parce que ça ne durera pas de toute façon. Et Cuisine Mode d'Emploi, vous êtes fier du parcours? Oui, fier parce que ça va être 500 personnes par an en moyenne. C'est bientôt 9 écoles sur le territoire national. C'est 12 semaines de formation, 95% de retour à l'emploi. Et ce qui m'a étonné, c'est que vous avez parlé d'échecs et de gens en précarité. Rien que sur la Seine-Saint-Denis, en 3 ans, sur les 1700 personnes formées, 95% de retour à l'emploi, comme je l'ai dit, c'était 60 créations d'entreprises. 60 créations d'entreprises. Vous voyez que l'échec est un leurre. Dès lors qu'on reprend confiance en soi, qu'on décortique un peu l'idée de son projet, eh bien on avance et finalement ça fonctionne. Il faut faire une société épanouissante parce que c'est environnementalement responsable. Thierry, il y a quelqu'un... Thierry, on va profiter des 10 dernières minutes qui nous restent pour faire plus ample connaissance avec vous. Jérôme, je pense peut-être tout le monde vous connaît ou pas, justement. On va en parler parce qu'il faut être connecté sur les réseaux sociaux pour vous suivre. Parlez-nous de vos actions, parlez-nous de ce que vous étiez et ce que vous êtes maintenant, parce que vous avez vraiment un parcours assez atypique. Vous avez un peu changé de vie, de parcours, vous avez pris des chemins de traverse. Vous êtes aujourd'hui un influenceur qui a créé la Love Army. Je résume parce que je voudrais vous laisser la parole pour que vous nous parliez de cette Love Army. Donc c'est exactement la même réflexion, c'est à quoi ça va servir. Quand on a la chance d'avoir beaucoup d'attention et des gens qui nous donnent de leur temps. Moi, je me suis retrouvé dans cette situation, j'ai travaillé très dur pour ça, mais au bout d'un moment, je ne me sentais pas heureux, puisqu'il n'y avait aucun but à cette popularité, à tous ces chiffres. Tant que ce ne sont que des chiffres, ça ne sert à rien. Et donc, j'ai décidé de sauter de la falaise il y a 3 ans. J'ai décidé de tout quitter. Voilà, j'avais une agence pour influenceurs aux États-Unis. Et j'ai décidé que ça ne me rendait pas heureux et qu'il y avait autre chose à faire avec les réseaux sociaux. Je ne savais pas ce que c'était, mais il fallait aller y chercher. Et donc, j'ai sauté sans parachute. Et en fait, assez rapidement, mon utilisation des réseaux sociaux a changé. Une fois que c'était plus pour être populaire ou pour faire de l'argent, une fois qu'on avait enlevé tout, un peu cette corruption en fait, parce que une fois qu'on enlève cette corruption-là, j'ai changé
ma relation avec les utilisateurs en ligne, la première chose que j'ai faite, c'est que je les ai challengés, en fait, à eux faire ce que je faisais à l'époque. Donc moi, ce que je faisais sur les réseaux, c'est que je challengeais mes peurs. Donc par exemple, je m'allongeais dans les rues de New York, par exemple. Je faisais des choses comme ça pour challenger mes peurs. Et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai dit à mon audience, maintenant c'est à vous de le faire. Vous allez vous allonger dans la rue aujourd'hui, je vous challenge. Et le jour-là, j'ai reçu 60 000 photos de personnes qui étaient allongées autour du monde, chacun dans leur petite ville, dans leur petit village. Et le jour-là, j'ai été très surpris. Ça pouvait être viral. Vous êtes dit, le lendemain, je leur ai dit, challenge numéro 2, maintenant vous allez chanter dans la rue. Vous allez chanter dans la rue, vous allez chanter dans le métro, parce que ça fait peur, mais il faut le faire. Et là, il y a eu encore, je ne sais pas, une centaine de milliers de personnes. Le troisième jour, je leur ai dit, on poste une photo sur Instagram, mais une photo pas belle. Donc postez une photo de vous pas belle sur Instagram, parce que on est tous attachés à notre image. Et donc je l'ai fait moi-même, et il y a eu 150 000 personnes qui l'ont fait. Et là, je me suis dit, ça fait peur quand même, c'est une grosse responsabilité. Et donc pour que ça ne dérape pas... Et si tout ça pouvait servir, j'ai décidé d'arrêter les challenges. Et d'observateur, vous avez voulu devenir acteur, vraiment. Et un an plus tard, on a démarré Love Army. Et je tiens à préciser que Love Army, c'est quelque chose qui a été démarré depuis le début collectivement. C'est pas une action personnelle, c'est une action qui a été démarrée par une centaine d'influenceurs dans le monde qui ressentent la même chose, qui ressentent à quoi ça sert que je sois connu, si c'est juste pour vendre des bonbons à ces jeunes. Vous allez nous en parler de Love Army. Je veux juste signaler qu'il y a 1,5 milliard de personnes qui vous suivent sur votre... Non, plus maintenant. Non, c'est 1,5 milliard, non, je pense pas. Mais ce qui compte là, c'est pas moi. Combien il y en a de followers? Je sais pas, mais ce qui compte, c'est pas moi. Puisqu'en fait, ce qui compte, c'est que si on regarde la toile qui sont les réseaux sociaux aujourd'hui, ce tissu social, ce nouveau tissu social qu'on a, il y a plusieurs centaines d'influenceurs qui sont en fait les gardiens de ce nouveau tissu qui, eux, ont accès à 10 millions, 20 millions, 30 millions de personnes. Et si cette centaine d'influenceurs décident qu'ils vont utiliser cette chance unique pour faire du bien, pour faire des choses à intérêt commun et pas à intérêt personnel, le monde peut changer très rapidement. C'est ça l'idée de la Love Army. Alors justement, vous allez nous décrire en détail ce qu'est la Love Army. Je vous rappelle juste que tout à l'heure, dans un instant, nous allons remettre le prix du bicentenaire. C'est ce qui va se passer dans quelques minutes. Mais racontez-nous cette Love Army. Vous êtes rapproché des Rohingyas et grâce à donc, ce réseau social que vous avez et grâce aussi aux personnalités que vous avez fédérées autour de vous, vous avez pu défendre une cause noble et juste. Racontez-nous comment ça s'est passé. Ne vous inquiétez pas du temps. La première cause pour laquelle la Love Army s'est mobilisée, c'était la famine en Somalie il y a 1 an et demi. Donc encore une fois, là, on a sauté d'une falaise, c'est-à-dire que je ne connaissais même pas le nom de la capitale de la Somalie, on ne connaissait rien sur la Somalie, mais on ne pouvait pas laisser ce qui se passait sans nous essayer de faire le maximum qu'on pouvait. Et donc, peut-être que certains d'entre vous avaient entendu à l'époque, on avait invité, on avait un peu mis la pression sur Turkish Airlines pour qu'ils nous offrent un avion. Ils nous avaient finalement offert 8 cargos. Et donc, quand on arrive avec le premier cargo en Somalie, ce que les Somaliens nous disent, c'est une idée nulle d'emmener de la nourriture de l'étranger vers la Somalie. Ça ne va pas du tout aider le pays. Il faut dépenser l'argent sur place, il faut donner ses dons directement aux gens. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé la stratégie. On a été très transparent et honnête avec les donneurs et l'audience. On leur a dit c'était pas une bonne idée les avions. On a rendu les avions à Turkish Airlines et on a travaillé très dur sur un modèle où le don, donc si vous donnez 20 €, le don il arrive directement à la famille somalienne, les 20 € sur leur petit téléphone classique, et avec ces 20 € ils en font ce qu'ils veulent. Et ce qu'on a découvert, c'est souvent, ils veulent sûrement pas acheter un sac de riz comme ce qui se fait dans l'humanitaire. Ils veulent envoyer leurs enfants à l'école, acheter un mouton. Pour vous montrer une histoire parmi les centaines qu'on a vues, mais il y avait un homme qui avait son taxi, sa voiture était cassée. Et il avait besoin de 200 € pour réparer sa voiture, pour redevenir un taxi, pour pouvoir nourrir sa famille. Vous pouvez lui donner
toute l'aide humanitaire classique, donc sac de riz, sac de nourriture au monde, il ne pourra jamais réparer sa voiture. Donc en lui donnant de l'argent, il a pu réparer sa voiture, il a pu redevenir indépendant. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une nouvelle façon de faire de l'humanitaire ? Je pense que ça fait partie des nouvelles façons de faire de l'humanitaire. L'humanitaire, c'est quelque chose qui n'a pas encore trop évolué avec les réseaux sociaux, avec Internet. Ça n'a pas beaucoup changé finalement. Et c'est un milieu qui a besoin d'innovation, qui a besoin de changement. Et sur chaque mission, on change complètement notre stratégie. On repart de zéro et on parle avec... Donc là, les Rohingyas, c'est interdit dans le camp de donner de l'argent. Donc on n'a pas pu leur donner les dons. On a quand même levé 2 millions en France et 2 millions aux États-Unis, donc 4 millions au total pour les Rohingyas. Et donc interdit de les donner. Mais finalement, on a réussi à utiliser donc une nouvelle stratégie où en fait on a créé des jobs dans le camp. On a créé 3000 jobs dans le camp et on a le droit de les payer à la journée. Donc tous les matins, on est obligé de les payer pour respecter les règles. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais juste vous faire réagir, Sybille, Thierry, Catherine, juste un petit mot, juste pour terminer, un mot de la fin sur ce que vous venez d'entendre, à la fois l'initiative de Jérôme qu'on a envie de suivre forcément, Thierry. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a une véritable mobilisation citoyenne. C'est vrai que chaque citoyen s'est un peu éloigné de l'univers politique et on oublie souvent que la solution est à la marge et à la base. Et c'est dans l'élan citoyen qu'on va trouver une solution. Tiens, prenez-le, celui de Thierry. Oui, moi je dirais que cette défiance qui atteint la classe politique atteint aussi les médias. Et notre enjeu pour les médias, c'est vraiment la confiance. On a développé pas mal d'idées, notamment les journalistes de France Inter vont en banlieue pour expliquer aux jeunes comment se fait un journal, quel est l'essence du travail des médias pour recréer justement de la confiance face à des jeunes qui doutaient de la véracité de ce qui est sur nos antennes. Et donc je pense que avoir des initiatives comme ça est très innovant aussi et savoir parler à toutes les générations, c'est un enjeu essentiel pour nous. Catherine, vous avez le défi de dire en un mot. Hein. Je crois qu'il y a de la place aujourd'hui, mais là je ne suis pas patronne de presse, mais pour effectivement mettre en lumière des gens comme Jérôme, comme Thierry, et qu'on a envie de ce rendez-vous-là. C'est vrai, merci à tous les quatre. Je voudrais qu'on vous remette ce prix de l'innovation. Ben oui, le prix Reporter d'Espoir, le voilà. Merci, bravo, félicitations pour vos actions. Merci à tous les quatre. Le temps file.